Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle analyse de l'épisode 3 de House of the Dragon, la nouvelle série préquelle de Game of Thrones. J'espère que vous avez aimé les précédentes vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos et bien sûr à laisser un petit commentaire en dessous. Je lis tous les commentaires. On va pouvoir entrer du coup dans le vif du sujet. On va séparer cette discussion en deux. D'abord, on va parler de tout ce qui se passe à Port-Réal entre Viserys et Rhaenyra, et ensuite on parlera de la guerre dans le sud avec Daemon et la famille Velaryon. À Port-Réal donc on commence avec Oberth Hightower et son frère Otto, qu'on connaît déjà très bien, qui discutent en regardant de manière très satisfaite Aegon, leur nouvel héritier en puissance. Oberth fait comprendre à Otto qu'il doit pousser le roi à choisir Aegon comme héritier, ce que tout le royaume attend d'après lui. On voit qu'en tout cas Otto est clairement le cadet et à ce titre est subordonné au désir de son frère. Son frère est donc un petit peu à la tête de ce parti politique que représentent les Hightower, parti qui, on va voir, comprend aussi les nobles du royaume. Et on imagine même que Oberth, qui d'ailleurs souligne le mot main du roi, toi qui es la main du roi, il le souligne d'une certaine manière, qui suggère un petit peu qu'il a potentiellement amené son frère à ce rôle et qu'il a essayé de le placer là pour qu'il puisse servir son dessein. On passe ensuite au conseil. Tyrion Lannister arrive pour annoncer une nouvelle catastrophique sur la guerre des degrés de pierre. Je trouve ça assez étonnant qu'ils se permettent d'annoncer comme ça de but en blanc des nouvelles vraiment désastreuses pour le royaume au beau milieu de la cour. Il dit ça devant tout le monde, comme si ça concernait absolument toute la cour. D'ailleurs, il se fait un petit peu rejeter par le roi qui n'a pas vraiment la tête à ça et qui lui adresse un petit sourire mondain qui veut simplement l'écarter de la discussion. On voit néanmoins que Alicent Hightower remarque que ce jeune Lannister est préoccupé par les sujets importants, les problématiques importantes du royaume. Comme dans l'épisode 1, on voit que Viserys n'est absolument pas intéressé par ses responsabilités habituelles de roi, aussi bien la politique que la guerre, et par contre, il est complètement fasciné, il est plongé dans l'organisation à l'époque d'un tournoi, de banquets, et cette fois-ci d'une partie de chasse, alors que pourtant, il n'a pas vraiment d'intérêt pour cette occupation, on va le voir dans la suite de l'épisode, mais en soi, la chasse ne l'intéresse pas du tout. En fait, tout ça, ça semble être presque plus des prétextes, des moyens de se détourner de ses occupations politiques et les militaires qui ne l'ont jamais intéressé et même le tourmentent de plus en plus. Avec en plus la situation de la chasse, on pourrait faire un parallèle évident avec Robert Baratheon qui est le roi au début de Game of Thrones. Cependant, je pense que ce n'est pas du tout adapté. Robert était un grand chevalier, un leader hors pair et il a conquis le pouvoir. Il s'est ensuite vautré dans, on va dire, les plaisirs de chair, dans l'alcool, une fois qu'il était au pouvoir depuis quelque temps et une fois que le royaume était en paix. A l'inverse, Viserys a toujours été un roi faible. Et il s'est tourné vers les autres préoccupations, des préoccupations futiles, je pense comme un prétexte pour éviter d'avoir à exercer son pouvoir, mais ce n'est pas directement la cause de son incompétence et au mieux un échappatoire à son état dépressif. Quoi qu'il en soit, Otto intervient comme souvent pour détourner l'attention du roi et couper court à la conversation. Cela dit, on voit cette fois-ci que Otto est un petit peu moins écouté par le roi, qui s'enquiert de ce que fait Rhaenyra. Il est bien plus intéressé par le sort de sa fille et de moins en moins à l'écoute de ce que dit son conseiller. D'ailleurs, on va voir tout au long de l'épisode, ça va être un thème de cet épisode. Et à l'inverse, il va écouter de plus en plus la fille d'Otto, Alicent Hightower, ce qui va suggérer un peu un changement dans l'équilibre des rapports de force à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, Rhaenyra lit sous l'arbre de l'épisode 1 et écoute son iPod et écoute la même chanson, sa chanson préférée en boucle, comme une adolescente. Et elle écoute une nouvelle chanson sur Nymeria, qui était la reine des Rhoynar, qui s'est liée à la famille Martell lors d'un mariage après être venue à Westeros, et qui est une reine légendaire de la culture dornienne, qui, on le rappelle, ne donne pas nécessairement l'héritage à un homme, simplement à l'aîné de la famille, qui peut tout à fait être une femme, ce qui arrangerait bien les affaires de Rhaenyra dans son cas. On voit en tout cas le changement de hiérarchie entre Alicent et Rhaenyra, où le barde écoute plus la reine maintenant que la princesse, mais on voit surtout l'attitude de Rhaenyra qui est un petit peu classique de l'adolescente, ça lève les yeux au ciel, ça traîne des pieds et ça ne veut pas obéir à ses parents. Et on voit qu'elle aussi elle est très énervée bien sûr des événements qui sont passés pourtant il y a quelques années dans l'épisode 2, mais voilà, on voit vraiment Rhaenyra qui est contre le pouvoir royal et le reste de sa famille, mais qui est un petit peu esselé du coup. On le voit ensuite lors du trajet en calèche vers les bois du roi pour aller chasser, on voit Rhaenyra qui est
contre Viserys et Alicent qui essaient de la pousser à se marier, et elle continue de provoquer le roi et de lever les yeux au ciel. C'est assez marrant de voir ce personnage vraiment avoir un peu une crise d'adolescence pendant cet épisode 3, où on la voit être assez agacée en permanence, assez énervée, mais en même temps aussi un peu agaçante parce qu'elle est systématiquement contre le roi, et on va voir qu'il va en parler à la fin. Mais voilà, j'ai trouvé que l'actrice jouait très très bien le jeu dans cet épisode. Toujours est-il que la famille royale arrive au bois du roi pour la chasse, et on voit Aubert Hightower qui force complètement. Aegon le Conquérant, deuxième du nom, ce qui est à la limite de la sédition, parce que d'une part, il ose un petit peu comparer ce bébé de 2 ans au premier Targaryen sur Westeros qui a conquis Westeros, ce qui est quand même un pas à franchir qui est un peu grand, et surtout de l'appeler Aegon deuxième du nom. On ne dit pas deuxième du nom pour quelqu'un qui n'est pas encore roi, parce que sinon on aurait 250 Charles et 300 Louis dans la famille royale française. On ne prend le numéro 2 à partir du moment où on est sacré roi, et donc il sacre quasiment déjà Aegon, qui n'est même pas héritier à l'heure actuelle, et c'est un petit peu le sujet de l'épisode et le sujet de la série jusqu'à présent. Donc voilà, Aubert qui n'a aucune honte à lâcher ça devant tout le monde, comme si c'était normal, alors que c'est littéralement de la sédition, voire de la trahison vis-à-vis de la famille royale. On arrive à une scène que j'ai beaucoup aimée, avec la scène de la tente où les femmes nobles discutent et partagent des commérages sur la politique du royaume. Larys Ford arrive au sein du cercle, il est boiteux et cherche la discussion des femmes, notamment peut-être pour avoir des informations politiques spécifiques. En tout cas, on voit qu'un personnage avec un trait distinctif aussi spécifique qu'être boiteux et qui cherche la proximité des femmes au milieu d'une chasse qui est par excellence un symbole de virilité dans le Moyen-Âge. En plus, on sait tous que la chasse précède le barbecue, ce qui est un autre symbole de virilité très classique qu'on voit même à notre époque. On voit que ce sont des traits très spécifiques qui, à mon avis, signalent qu'on va revoir ce personnage par la suite. En tout cas, ce cercle me fait beaucoup penser au salon de discussion des grandes femmes du XVIIIe siècle notamment, et ce personnage me faisait un petit peu penser à Madame de Staël, et à ce titre, j'ai trouvé que Larys Ford pouvait me faire penser, en étant intégré dans ces discussions, dans ces salons, très intéressé par la politique mais un petit peu en retrait et surtout boiteux, il me faisait penser à Talleyrand, qui est un homme politique de premier plan de l'histoire française, un homme fascinant, qui a été ministre des Affaires étrangères, enfin des Relations extérieures, je crois qu'on appelait ça, pendant le Directoire et pendant l'Empire napoléonien, pour ensuite être ambassadeur par la suite sous la Restauration. Donc il a traversé les époques, c'était un diplomate hors pair, et vraiment un personnage qui trouverait vraiment sa place dans Game of Thrones, vraiment à la Varys un petit peu. Et donc voilà, je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire, en tout cas moi ça m'a vraiment fait penser à Talleyrand. Perhaps the princess can give us some insight. Your dear uncle is the great mind behind this war, is he not? Les nobles qui interpellent directement Rhaenyra sur la responsabilité de la famille Targaryen dans cette guerre, et qui considèrent d'ailleurs que la famille Targaryen et donc la couronne est en guerre avec la triarchie, ce qui est un petit peu étonnant parce que de la même manière qu'ils pensent aussi que l'héritier doit être Aegon et que pour eux c'est acté, que c'est une évidence au détriment de Rhaenyra, eh bien ces deux décisions vont à l'encontre absolue des décisions de Viserys. Donc Viserys a pris 2 grosses décisions depuis le début de la série, qui sont de ne pas aller faire la guerre avec son frère et de nommer Rhaenyra comme héritière, et pourtant les nobles du royaume, qui s'expriment en l'occurrence par l'intermédiaire des femmes nobles, eh bien pensent l'exact opposé de ce qu'a décidé le roi. C'est quasiment encore une fois un acte de sédition, ça fait plusieurs fois depuis le début de l'épisode, on voit vraiment que les nobles sont une faction à part entière qui ne suit vraiment pas le roi, qu'ils ne considèrent absolument pas, et qui sont une faction à part entière derrière Otto Hightower notamment, derrière toute la famille Hightower, mais on voit vraiment une opposition entre d'un côté le parti des Targaryens et de l'autre côté tout le reste de la noblesse de Westeros. On peut aussi d'ailleurs, pour aller un peu plus dans ce sens, noter l'amalgame entre le fait que Daemon Targaryen soit représentant de la famille royale, en demandant à Rhaenyra ce qu'elle en pense, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont plus en bons termes, et d'ailleurs elle le dit juste après. C'est un amalgame un petit peu forcé justement pour assimiler tous les Targaryens à une seule entité, ce qui est un petit peu une façon de raisonner assez classique quand on voit une faction comme une faction ennemie. Quand on est en guerre avec une faction, on voit que toute action de cette faction comme représentant les actes d'une entité unique, et on est capable de faire des amalgames très facilement, bien pour assimiler vraiment l'ennemi
à quelque chose de dangereux et surtout pour lequel on peut justifier une aversion encore plus grande. Et on voit du coup ce même type de procédé qui est utilisé par les nobles du royaume. Lord Jason Lannister arrive ensuite comme une caricature d'héritier, il claque des doigts pour se faire apporter du vin et il se moque aussi de son frère qu'il juge insipide alors que pourtant son frère s'occupe lui des sujets cruciaux du royaume pendant que Jason ne s'intéresse qu'à des vanités. D'ailleurs on voit pendant la scène du banquet juste après que Jason fait une blague à son frère qui l'élève les yeux au ciel complètement dépassé par la débilité de son aîné. Il est parfaitement ridicule et d'une confiance en soi à tout égal et il a tous les réflexes un petit peu malsains de ce type de personne dans la vraie vie, à commencer par faire boire sa potentielle conquête en premier lieu, potentiellement pour la rendre plus réceptive au moins à son bullshit, ou encore son approche très tactile directement, lui qui est certainement habitué aux conquêtes faciles dues à sa fortune, même si là ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, il n'y va pas par 4 chemins, notamment parce qu'il a a priori négocié en amont son mariage, on va le voir avec Viserys qui était au courant, et il suggère l'opportunité d'un mariage à Rhaenyra qui ne semble absolument pas intéressé. On note néanmoins qu'il n'est jamais question de devenir roi parce que Rhaenyra ne deviendrait pas reine. Il fait partie du clan des nobles et pour lui il est quasiment acté que Aegon sera roi à la place de Rhaenyra. Par contre, on voit qu'il parle de faire un dracoport, on va dire, un enclos pour les dragons, comme si lui, ce qui l'intéresse, en fait, c'est les dragons. Parce que la réalité, c'est que certes, il ne devrait pas revendiquer le trône en se mariant à Rhaenyra, par contre, il pourrait avoir des enfants qui deviendraient potentiellement des draconniers, exactement comme les Vélarions. Et ça, c'est une énorme force. Et diluer le sang des Targaryens et répandre, en fait, leur sang, et donc avoir des nouveaux dragonniers, permet à des nouvelles familles de devenir de plus en plus puissantes, notamment les Lannister qui sont extrêmement riches. Si en plus ils récupèrent des dragonniers, ils seraient surpuissants, de la même manière que les Vélarions aussi en fait pourraient potentiellement être les égaux des Targaryens maintenant que eux aussi ont des dragons. On comprend du coup un petit peu plus aussi l'idée des mariages incestueux au sein de la famille Targaryen. Diluer le sang des Targaryens en se mariant avec d'autres familles revient potentiellement, notamment le sang des femmes, parce que du coup ça ne reste plus dans la famille Targaryen, ça revient potentiellement à donner des dragons et donc des armes de destruction massive aux autres familles qui pourraient les concurrencer. Donc ça c'est un énorme problème qui n'est pas réellement évoqué, mais qui est pourtant le problème majeur, je pense, dont doit se soucier le roi. On peut aussi accessoirement se demander, ça je ne sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à cette question, à quel point le sang des Targaryens peut se diluer à l'infini et peut garder ce potentiel de commander aux dragons. Est-ce que de génération en génération, il suffit d'avoir un ancêtre Targaryen pour que ça fonctionne? Répondez-moi en commentaire si vous avez la solution. Rhaenyra apostrophe ensuite Viserys au milieu de la tente. Encore une fois, le roi est mis dans une situation un petit peu inconvenante devant toute la cour comme au début de l'épisode. Le père et la fille s'engueulent littéralement devant tout le monde, avec Viserys qui lui reproche bien entendu de ne pas vouloir se marier. Otto interrompt la conversation, encore une fois la spécialité de Otto, et parle de l'arrivée d'un cerf blanc, ce qui est un présage royal et qui serait parfait pour Otto pour pouvoir placer l'anniversaire d'Aegon sous le signe royal et potentiellement légitimer encore une fois son potentielle accession au trône. On s'ensuit du coup la fugue de Rhaenyra qui n'en peut plus que tout le monde parle que d'une seule chose, c'est-à-dire de la remplacer dans la ligne de succession par un enfant de 2 ans, et du coup elle se tire avec Criston Cole qui saute un petit peu sur l'opportunité pour la draguer. Alors même si c'est réciproque manifestement, on voit Criston Cole qui lui aussi joue sur son avantage par rapport au Lannister, qui est sa capacité de combat, de se battre, et il suggère, même si c'est sur le ton de la blague, il se met en valeur en disant qu'il est capable tout simplement de le tuer si elle le souhaite, mais si lui le souhaitait, il le pourrait. Donc voilà, il marque lui aussi son terrain et il fait jouer un autre atout de virilité. Tout à l'heure on parlait de chasse, voilà, là cette fois c'est de se battre. Donc finalement tout le monde utilise les codes de séduction classiques. Ce n'est pas terminé pour Criston Cole qui va ensuite parler de ses conquêtes passées et de son expérience du coup avec les femmes. Donc voilà, je pense pas tout à fait anodin non plus. Ensuite il va la sauver par un acte héroïque en tuant le sanglier, même s'il est pas loin de l'embrocher. Et enfin il va la mettre en valeur en lui rappelant à quel point elle a de l'importance pour lui et comme il estime ses actions passées, en lui rappelant qu'elle l'a sorti de sa condition sociale et qu'il lui en est réellement reconnaissant. Donc voilà, c'est un perfect de la part de Criston Cole qui a très bien joué son coup. On note qu'il est normalement membre de la garde royale, donc il ne devrait pas pouvoir se marier comme il le rappelle, au même titre qu'un garde de la nuit, mais on l'a vu dans Game of Thrones, aussi bien les gardes de la nuit que les gardes royaux
ne font assez peu de cas de ces vœux, notamment en ce qui concerne les relations sentimentales, pas nécessairement le mariage, mais il y a eu beaucoup de relations sentimentales, même avec la famille royale. On peut penser notamment à Sir Osmund Potenoir et Cersei Lannister dans Game of Thrones. On note aussi sur la scène du sanglier la violence extrême de Rhaenyra au moment où elle tue le sanglier de multiples coups de couteau. C'est pas forcément une violence qu'on attend d'une adolescente, notamment élevée à la cour, et on voit vraiment cette violence qui bout en elle, aussi sa frustration, hein. Le sanglier il a un peu pris pour tout le monde j'ai l'impression, mais il y a réellement ce sang targaryen en fait, ce sang, cette violence un peu latente qui menace à tout moment d'exploser, au même titre que la folie des Targaryens, et on nous le rappelle aussi un petit peu, à tout moment ça peut revenir, c'est quelque chose qui guette dans cette famille et qui est un petit peu dans leur sang. Vient ensuite la scène du banquet et on voit le roi qui boit de plus en plus, c'est la première fois qu'on le voit comme ça, et on voit une opposition très nette entre les Targaryens qui sont complètement esseulés, le roi est absolument tout seul, personne ne lui parle, il ne parle à personne, et le reste de la cour, les nobles qui parlent tous entre eux, sous la direction, si vous observez bien sur le premier plan, des deux frères Hightower qui sont tous les deux debout en train d'animer le banquet. Jason Lannister offre une lance de chasse à Viserys. On voit aussi dans ses propos d'ailleurs, il suggère implicitement que c'est bien les draconniers qui l'intéressent. Mais toujours est-il qu'avec son manque de subtilité caractéristique, il suggère au roi qu'il pense que Aegon devrait être l'héritier. Et on voit Viserys qui du coup devient dingue et pour la première fois à vrai dire s'oppose frontalement avec quelqu'un qui le contredit et qui contredit les décisions qu'il a prises par le passé. Il est intéressant de le voir faire preuve d'autorité enfin. Le problème c'est que c'est l'alcool qui lui donne des ailes et qui lui permet vraiment de s'affirmer. C'est qui montre cela dit que c'est bien sa personnalité habituelle qui l'empêche de se montrer décisif et autoritaire et que ce n'est pas simplement une naïveté ou une stupidité du personnage. Il est bien conscient du parfum de sédition qui tourne autour de lui, juste il n'a pas envie de s'en préoccuper, et en l'occurrence eh bien c'est Jason Lannister qui subit un petit peu pour tout le monde, un peu comme le sanglier tout à l'heure qui subit le courroux de Viserys. Viserys d'ailleurs qui lui assène un peu le même sourire mondain pour finir, qui veut lui dire dégage, qu'il avait asséné à son frère au début de l'épisode. De manière générale, Viserys semble à bout aussi bien physiquement que moralement. On le voit dans plusieurs scènes, notamment dans cette scène, mais aussi dans la scène où c'est plus flagrant quand il parle à Alicent de retour au château, qui lui manque deux doigts. Deux de ses doigts, on voyait qu'il y avait un problème dans l'épisode précédent, et bien deux de ses doigts sont tombés, ce qui montre que sa main est en train de pourrir, donc potentiellement son corps pourrit de plus en plus à cause des blessures qu'il s'est infligées sur le trône, qui généralement rejettent les rois qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. Donc voilà, on voit qu'il est dévoré physiquement par cette maladie. D'ailleurs on voit aussi, c'est un petit parallèle assez évident avec la main du roi qui est pourrie au même titre que la main du roi Otto Hightower est pourrie et le pourrit de l'intérieur. En tout cas, s'il a toujours été indécis, il semble plus désintéressé que jamais de ses obligations royales, et la seule chose qui semble réellement le préoccuper est l'avenir de sa famille et notamment de sa fille Rhaenyra. Il se réfugie d'ailleurs dans l'alcool sans pour autant prendre le moindre plaisir à cette fête. Donc voilà, on est vraiment dans un état de dépression totale à mon sens de Viserys, qui ne prend plus de plaisir nulle part et qui cherche des échappatoires tant qu'il peut à ses responsabilités et aux décisions qu'il doit prendre. Même ses proches à vrai dire ne semblent pas lui apporter un réel réconfort. On voit un sourire un petit peu forcé à Alicent après la discussion avec Jason, ce qui montre peut-être que la relation n'est pas aussi idyllique qu'avec Aemma, sa première femme. Et de l'autre côté, Daemon et Rhaenyra lui apportent énormément de tourments. Donc voilà, rien ne semble aller dans la vie de Viserys. Il est un homme bon, mais n'en peut plus de ces politiques suffocantes, comme il le dit à Otto, qui semblent lui pourrir la vie. Il le signale à Otto d'ailleurs, qui commence un petit peu à l'agacer, notamment quand il lui suggère de marier Aegon à Rhaenyra, ce qui choque même Viserys. Viserys pourtant qu'il y en a vu d'autres. Il a été dragué par une fille de 12 ans qu'il a considérée, qui a dit non parce qu'elle était trop jeune, avant de finalement se marier avec une fille de 14 ans. Donc voilà, il recule pas devant les écarts d'âge. Un côté, Leonardo DiCaprio, c'est un enfant de cœur, mais là, il dit à Otto, écoute, là tu déconnes, tu vas trop loin, 2 ans, ça commence à faire beaucoup. Et on voit du coup, encore une fois, une cassure entre Otto Hightower et Viserys. Viserys, cette fois, qui est beaucoup plus sec avec Otto Hightower, qui sent qu'il a fait une erreur et il se rétracte directement. Une erreur aussi d'avoir parlé à Viserys à ce moment-là, alors que Viserys est sous l'emprise de l'alcool, qui manifestement lui donne un petit peu des ailes en termes de discussion et affermit son autorité. Petite discussion avec Lyonel Fort, qui est encore une fois le meilleur conseiller du roi, qui lui suggère logiquement de marier Rhaenyra avec Laenor Velaryon pour les mêmes raisons qu'il avait poussé
à se marier avec la fille des Velaryon. C'est un choix évident, c'est une famille qui est valyrienne, qui a accessoirement déjà le sang targaryen et du coup qui ne bénéficierait pas encore plus d'avoir de nouveaux draconniers. En tout cas, il n'y aurait pas une nouvelle famille de draconniers, ce qui je pense est extrêmement important, même si c'est pas évoqué dans la série. C'est une famille très riche qui a beaucoup à apporter aux Targaryens et puis à l'heure actuelle ils sont en froid, ce qui est vraiment pas bon. Il a perdu sa flotte d'une certaine manière, donc voilà, c'est vraiment un très bon parti. Lyonel Fort lui fait savoir encore une fois, très bon conseil. Malheureusement, il n'est encore une fois absolument pas écouté. C'est dommage, c'est son meilleur conseiller jusqu'à présent. Vient la scène du bûcher où Viserys parle à Alicent, notamment de son ancien rêve. Alors, il faut savoir que les Targaryens font souvent des rêves prophétiques. Aegon le premier dont on parle, le rêve qui se transmet de génération en génération, le rêve de Ice and Fire, justement de la fameuse opposition aux marcheurs blancs, mais souvent en fait c'est des rêves parfois qui leur pourrissent la vie, qui les rendent fous. Et Viserys, eh bien c'est un rêve qu'il a pourchassé toute sa vie, c'est celui d'avoir un héritier mâle. Il se voyait déjà avec un héritier qui aurait la couronne d'Aegon le Conquérant, et c'est un rêve qu'il a abandonné lorsque sa femme est morte avec son nouvel héritier et qu'il a donné le titre d'héritière à Rhaenyra justement, sauf que maintenant qu'il est marié avec Alicent, et ce rêve vient le hanter à nouveau parce qu'il a enfin un fils, effectivement, Aegon, potentiellement Aegon II, comme le voudrait Aubert Hightower. Sauf que du coup, eh bien, ça va à l'encontre de la décision qu'il a déjà prise. On voit par contre qu'il reconsidère légèrement, il se demande s'il ne s'est pas trompé, et il reconsidère effectivement de céder à ce que tout le monde autour de lui, sauf Rhaenyra, lui demande, c'est de désigner Aegon comme son héritier. Le roi part ensuite chasser le cerf. Alors déjà, c'est pas un cerf blanc, c'est un cerf classique, ce qui est un mauvais signe pour Otto Hightower et Aegon, qui fait dire a priori eh bien, qu'il n'a pas de destin royal, car encore une fois, le cerf blanc est un présage royal. Cette scène, elle est intéressante parce que c'est une sorte d'allégorie du règne de Viserys. Il doit faire un acte qu'il semble détester, préparé par des gens autour de lui, avec un objet qui lui a été donné pour l'influencer, et il doit s'y prendre à deux fois. Il s'humilie devant le reste de sa cour, comme il en a souvent l'habitude. Il est même d'ailleurs conseillé dans le moment décisif par un vulgaire chasseur. Intéressant en tout cas de voir Viserys, personnification du déclin des Targaryens, tuer un cerf sans défense, cerf qui est l'emblème des Baratheons, et on rappelle que Robert Baratheon a tué Rhaegar Targaryen juste avant le début de Game of Thrones et est devenu roi de Westeros et a mis fin au règne des Targaryens. Donc voilà, les Targaryens tuent un cerf, mais ce sont bien les cerfs qui reviendront prendre la couronne. De leur côté, Rhaenyra et Criston voient un cerf blanc, ce qui est un bon signe pour Rhaenyra, qui se rassure du coup sur son futur royal a priori. Et ensuite, il y a une scène que j'aime beaucoup, qui est son retour au camp, où elle est recouverte de sang, elle est complètement badass, un petit peu à la Daenerys d'ailleurs, mais je trouve, moi je suis bien plus fan de Rhaenyra que de Daenerys, et on voit tout le dégoût qu'elle inspire au reste de la cour, mais aussi un peu la crainte qu'elle leur inspire, parce que ils sont heureux de pouvoir manipuler et mépriser leur roi à l'heure actuelle, mais c'est le dragon qui dort. Et Rhaenyra qui arrive comme ça, complètement indifférente à ce qui est autour d'elle, recouverte de sang, symbole de la violence, et bien justement c'est peut-être le dragon qui peut se réveiller et qui peut dominer toute cette cour de nobles qui est ravie de pouvoir exploiter son roi. Otto vient ensuite mettre la pression à Alicent pour qu'elle puisse influencer le roi. On note qu'elle n'est pas du tout aussi obnubilée par l'idée de faire de son propre fils l'héritier du trône, contrairement à Otto. Et Otto mentionne les règles des dieux des hommes, comme s'il y avait une règle qui disait que les hommes devaient hériter du trône, alors que c'est plutôt un précédent, mais il n'y a pas réellement de règle de succession chez les Targaryens. Il y a simplement cette règle un petit peu implicite chez les hommes qui, comme l'a dit Rhaenys, préféraient voir le royaume brûler que de voir une femme les gouverner. Il suggère aussi que Viserys doit être ramené à la raison, ce qu'il ne fera a priori jamais par lui-même, ce qui montre tout le mépris qu'il a pour le jugement du roi qu'il prétend pourtant servir servilement. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le meilleur moyen de gagner la confiance du roi est de se faire écouter et de devenir son ami, en tout cas de lui témoigner de l'affection. C'est ce qu'a fait Otto Hightower pendant longtemps, mais il semble que Viserys commence à en avoir marre de son conseiller et commence un petit peu à démasquer cette ambition complètement démesurée qu'a Otto, qui cherche en permanence à le manipuler au point que même Viserys s'en rend compte. Du coup, c'est plutôt Alicent qui prend ce rôle, elle qui témoigne d'une véritable bienveillance envers Viserys, alors que celle d'Otto est en général feinte.
Elle lui conseille donc de laisser Rhaenyra choisir son héritier, en plus elle connaît bien Rhaenyra, et elle lui conseille aussi d'envoyer des troupes dans les degrés de pierre pour aider son frère et les Vélarions, les deux conseils étant tout à fait valables, et en tout cas, eh bien, il va directement les écouter, puisque la scène suivante, c'est Viserys qui arrive au conseil et qui a des nouvelles décisions à prendre, c'est exactement ce que vient de lui dire Alicent. Il va d'abord décider d'envoyer des troupes dans les degrés de pierre, puis il va parler à Rhaenyra et il va la confirmer en tant qu'héritière. Donc avec ça, on voit toute l'importance qu'est en train de prendre Alicent au détriment de Otto, mais du coup la relation entre Alicent et Otto qui va devenir primordiale pour que le clan des nobles et des Hightower puisse continuer d'avoir de l'emprise sur le clan des Targaryens et le roi, au travers d'une Alicent qui joue un petit peu de double jeu. Enfin, en fait, elle ne joue aucun jeu, elle a l'air d'être réellement honnête, ce qui est extrêmement rare dans cette série. En tout cas, la discussion entre Rhaenyra et Viserys est très intéressante, notamment parce que Viserys, encore une fois, est franc et plus direct et plus autoritaire d'une certaine manière. Il ose dire les choses et du coup Rhaenyra aussi dit qu'elle en a marre d'être en position de se faire remplacer, de perdre son titre d'héritière, ce qu'on peut comprendre. Et donc, comme je viens de le dire, Viserys la confirme dans son rôle d'héritière et lui donne sous les conseils d'Alicent la capacité de choisir son futur mari. Bref, à la fin de cet épisode, même si c'est pas un conflit ouvert, et ben en fait en lisant entre les lignes, on voit bien qu'on a une opposition très claire entre deux parties. D'un côté, la famille des Targaryens qui est finalement composée simplement de Viserys et Rhaenyra, alors on peut parler de Daemon aussi, et de l'autre côté, eh bien, tous les nobles du royaume qui sont dirigés et menés par les Hightower, qui ont indirectement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir entre guillemets du peuple, puisqu'ils représentent la population de Westeros. Cette noblesse semble totalement désapprouver le roi et n'en a pas vraiment peur, en tout cas ils osent de plus en plus émettre des réserves quant à la politique exercée par les Targaryens. On n'est pas dans un conflit ouvert, d'une part parce qu'on respecte quand même la puissance des Targaryens, mais aussi parce que, eh bien, on a certainement l'impression que les choses avancent dans le bon sens grâce aux Hightower notamment, avec les intérêts des nobles et des Hightower qui sont de plus en plus importants dans le royaume, avec notamment le nouveau mariage de Alicent et Viserys et leur enfant Aegon qui devrait être l'héritier. On passe donc maintenant à la guerre dans les degrés de pierre avec Kragas Drahar qui passe une nouvelle fois sa nuit à crucifier des prisonniers sur la plage. C'est un passe-temps favori, hein. Viserys fait des Warhammer quand Kragas s'occupe de crucifier, peut-être un petit grain de folie. D'ailleurs on le voit manifestement atteint de grise écaille, c'est la maladie, on l'a vu qu'avait Jorah Mormont dans Game of Thrones, ou Shireen, la fille de Stannis. Alors à moins que ce soit des brûlures, c'est difficile à dire, mais ça ressemble quand même pas mal à la grise écaille qui recouvre le corps de pierre, donc en tout cas il ne va clairement pas bien l'ami Kragas. En tout cas la première scène est une scène de bataille, manifestement la guerre fait rage depuis quelques temps, et on voit l'arrivée de Daemon qui arrive. Alors c'est assez drôle parce que on le voit arriver et on voit un de ses soldats qui espère que Daemon le sauve et il dit mon prince, sauvez-moi, et il se fait écraser instantanément, un peu comme quand la princesse appelle le prince, ça y est, sauvez-moi, et on voit du coup à quel point il ne remplit pas réellement le rôle d'un vrai prince classique, il ne rentre pas dans le schéma habituel. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince vaurien. C'est un prince qui n'en a que le nom et il n'a vraiment que faire des gens qui travaillent pour lui, de ses soldats, et il écrase du coup d'une patte de dragon sans même y prêter attention le soldat qui espérait se faire sauver par Daemon. Je reviens juste après sur la situation de Daemon dans cette guerre, mais en tout cas pour reparler de ce qui se passe pendant la guerre, on voit qu'ils ont très peu de soldats, on parle d'à peine 800 soldats, ils ont quasiment plus de vivres, de moins en moins de bateaux. Il est répété à plusieurs reprises que la guerre est une catastrophe. Il est mentionné aussi que les mercenaires des Vélarions sont en train de déserter. Bref, un petit peu la surprise générale, la triarchie est en train de gagner une guerre contre les dragons. Et j'aime bien comment ils ont amené la stratégie de la triarchie qui est de faire une véritable guerre de guérilla, de se cacher dans des grottes. Et ça rappelle énormément les guerres modernes. On voit notamment comment est-ce qu'on résiste à une guerre d'occupation face à un adversaire qui a notamment des bombardiers, de l'infanterie moderne. Ça fait penser alors, par exemple à la guerre du Vietnam, ça fait penser à la guerre d'Afghanistan beaucoup, la guerre en Irak, on peut penser, je sais pas moi, à la guerre dans le Pacifique où on a une faction qui essaie de se défendre en se terrant dans des trous pour éviter de se faire bombarder, mais qui sort la nuit pour essayer de faire des actions de guérilla et rendre la situation invivable pour l'envahisseur malgré la supériorité en armement et en l'occurrence les dragons. Parce qu'effectivement les attaquer la nuit c'est certainement le meilleur moyen de ne pas se faire voir par les dragons. Alors aussi on peut dire que les dragons ne se feraient eux-mêmes pas voir et pourraient brûler les bateaux sans problème parce que la situation initiale où un dragon est éclairé entre les falaises pour se faire tirer dessus à l'arc est un petit peu spécifique et je doute qu'on puisse faire grand chose contre les dragons du côté des gaveurs de crabes.
Toujours est-il que je trouve que la stratégie employée est assez logique, même si on peut se poser des questions, par exemple sur la scène où on voit des catapultes tirées sur des bateaux. Les catapultes sont parfaitement inutiles dans le sens où elles se font détruire par les dragons instantanément, on le voit d'ailleurs, mais on se demande du coup pourquoi est-ce qu'ils les ont encore debout après des années de guerre. Bref. Au moins, il y a une logique par rapport aux batailles de Game of Thrones, même si la bataille finale est un petit peu plus discutable, mais on va y revenir. D'abord, on va parler du cas de Daemon, qui ne semble pas vraiment être en odeur de sainteté, notamment auprès de Vaemond Velaryon, qui n'apprécie absolument pas Daemon. On voit pas mal d'ailleurs de commentaires à son sujet. Lady Guerra l'a présenté comme la tête pensante de cette guerre. On perd à cause de Daemon, dit Vaemond Velaryon au conseil. Daemon a trop poussé les hommes, on voit qu'il a un traitement des soldats autour de lui pas exemplaire dans la première scène de l'épisode. Bref, il y a beaucoup de critiques envers Daemon et sa gestion. Après, on peut se demander un peu qu'est-ce qu'apporte Daemon, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, parce qu'après tout, ils ont déjà des dragons, les Velaryon. Manifestement, tous les soldats qui sont impliqués dans cette guerre sont des soldats Velaryon. On voit pas de manteau doré qui sont les soldats de Daemon. Vraiment, Daemon semble être venu en tant que chef de guerre et du coup semble avoir la responsabilité de la tenue de cette campagne. Cependant, j'ai un petit peu du mal à suivre Vaemond qui est particulièrement énervé contre Daemon. Parce que d'une certaine manière, si jamais les choix de Daemon étaient si mauvais que ça, il suffisait de le relever de son commandement, vu qu'après tout ce sont les soldats des Velaryon. On lui reproche que la couronne ne soutient pas la guerre, mais il n'en a jamais été question et ce n'est pas la responsabilité de Daemon. Et Daemon, lui, est entré dans cette guerre pour aider avec son dragon, mais il n'a techniquement rien à y gagner, et je vois pas vraiment ce que les Velaryon y perdent. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un commentaire dans l'eau, au-delà du fait que Daemon, oui, n'a pas l'air de faire beaucoup de cas des soldats qui l'entourent, ne serait-ce qu'aussi le soldat qui vient lui annoncer la nouvelle juste après qu'il va massacrer. Ce soldat lui apporte la nouvelle que Viserys a décidé de l'aider, ce qui sonne un petit peu comme le constat de son échec, et c'est quelque chose qu'il ne tolère pas. On sait que sa relation avec Viserys est importante, mais voilà, c'est encore plus amplifié ici. Il ne tolère pas que son frère le voit échouer, parce que finalement c'est pour ça qu'il est là. Il n'a rien à gagner dans cette guerre, au-delà du fait qu'il veut prouver sa compétence, et là, eh bien, c'est la preuve de son incompétence, et du coup il se lance dans une mission suicide, mission qui a été discutée de manière, je trouve encore une fois un peu absurde de la part des Velaryon, comme quoi c'était le plan optimal d'envoyer quelqu'un faire l'appât pour ensuite arriver au tour. Toujours est-il que c'est exactement ce qu'ils font. C'est un peu la stratégie du cheval de Troie. Donc ils envoient Daemon faire semblant de se rendre. Alors deux choses là-dessus, d'une part ça va un petit peu à l'encontre des codes de l'honneur qui normalement étaient très importants au Moyen-Âge et on l'imagine dans le monde de Game of Thrones, mais à la limite c'est avec des peuples étrangers, donc on imagine qu'ils peuvent eh bien faire une petite entorse à la règle. L'autre problématique qui moi m'a fait un peu plus douter, c'est je ne vois pas pourquoi aussi bien Daemon que les gaveurs de crabes croiraient une seconde qu'il accepterait de se rendre, sachant que la seule chose qu'on a vu des gaveurs de crabes depuis le début de la série à répétition, c'est que leur trait caractéristique est de massacrer tous les prisonniers en les donnant à bouffer aux crabes. Donc à partir du moment où quelqu'un se rend, c'est simplement un suicide. Ils n'ont aucunement l'intention de faire des prisonniers. Bref, il se rend en espérant que ça fasse sortir pour une raison obscure tous les gaveurs de crabes. Il finalement trahit et part dans une course pour aller châtier les gaveurs de crabes, se fait tirer dessus par les archers qui sont des véritables stormtroopers. Il ne se fait quasiment pas toucher sauf à la fin. Les soldats viennent un par un comme dans le premier Assassin's Creed, donc c'est très fair de leur part. D'ailleurs c'est très étrange parce qu'on voit Kragas qui les envoie un par un, sauf quand il est blessé par des flèches, où là il envoie toute l'armée. C'est un petit peu incompréhensible, et à ce moment-là, eh bien, le dragon qui n'avait pas été vu alors que Kragas lève les yeux au ciel depuis le début de la scène, arrive comme un bombardier furtif, tue tout le monde avec les soldats de Corlys et les Velaryon de manière générale qui arrivent. Alors on voit du coup que Laenor peut chevaucher un dragon. Moi surtout ce que j'ai vu c'est le style ultra badass de Corlys avec ses dreads et sa barbe blanche, son armure un peu byzantine et surtout sa hache à deux mains, ce qui est le choix de l'arme montre eh bien qu'il a de l'expérience en combat, parce qu'on ne choisit pas une hache pour rien quand on est chevalier, généralement ils prennent une épée, et voilà, je trouve qu'il avait un énorme style, c'était à noter. J'ai beaucoup aimé sa charge. Bref, Daemon se bat comme un dingue, il fait une petite Boromir, mais finalement tout va bien, et il va à l'encontre de Kragas, qu'il tranche en deux littéralement, et il le sort hors caméra de sa grotte. Bon, c'est assez sympa. Moi j'ai bien aimé à vrai dire qu'on ne voit pas ce combat, parce que ça nous dit vraiment en fait, Kragas il nous l'a montré un petit peu au préalable, il a pas dit un mot de la série, mais en fait c'était pas lui le cœur du sujet. Le cœur du sujet
Pourquoi est-ce qu'on nous présentait cette guerre? Eh bien c'était pour présenter encore plus la personnalité des Daemon, nous présenter aussi la famille des Velaryon, le fait qu'ils avaient des dragons, le fait qu'ils étaient très puissants mais finalement pas tout puissants, qu'ils s'étaient enlisés dans une guerre qu'ils avaient perdue. Donc voilà, il y a quand même un rapport de force intéressant avec la famille royale. Et voilà, Daemon est effectivement implacable, il est violent, impitoyable et instable, tout en étant particulièrement affecté par l'opinion de son frère dont il cherche constamment la validation. Petit point sur le fait que Daemon se balade avec le corps de Kragas qui aurait peut-être la grise écaille et est éclaboussé de son sang. Bon, si c'est vraiment la grise écaille, normalement Daemon va l'avoir, mais j'imagine du coup peut-être que ça ne l'est pas parce que ce serait trop évident qu'il l'aurait. Je pense qu'ils se sont posé la question quand même. Donc voilà, petit point, mais je pense que tout le monde l'a relevé. Toujours est-il que voilà, la bataille est un petit peu what the fuck à mon sens. Je n'ai pas très bien compris le plan de bataille et comment tout se passe aussi bien, mais on a vu pire, on a vu la bataille des bâtards et la bataille de Winterfell, donc on va quand même s'estimer heureux. Il y a eu beaucoup d'actions sympas quand même, ça avait du punch, ça s'est bien battu et les images étaient belles, mais voilà, bon, j'étais pas tout à fait crédible, mais dans l'ensemble l'épisode je l'ai trouvé plutôt pas mal, un petit peu moins bien personnellement que les deux premiers, parce que j'ai trouvé que l'intrigue politique était un petit peu moins dense, il y avait moins à réfléchir, même si voilà, encore j'ai encore beaucoup raconté ma vie dans cette vidéo. En tout cas on voit l'opposition entre les deux factions et même la troisième faction du coup qui est parti en guerre, ça commence vraiment à se dessiner, les enjeux sont clairs, je pense pour moi que ça va être une super saison. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon analyse. Encore une fois, moi je fais vraiment ça parce que j'adore ça, et n'hésitez pas à partager ça parce que c'est un peu en dehors de ce que je fais d'habitude, donc ça rencontre pas forcément le même succès. N'hésitez pas à partager ça si vous aimez cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.